Ok. Moi, je suis Madame Boiré Bintou Founé Samake. Je viens du Mali et je suis née au Mali, principalement dans la région de Ségou, qui est une ville qui est située sur le fleuve Niger et qui est à mi-chemin entre le centre, le nord et le sud. Et c'est que beaucoup de personnes ont entendu parler de Ségou, qui a été l'objet d'un best-seller d'une écrivaine, Marie Condé, qui a écrit sur Ségou. Mais moi, principalement, je suis née dans la ville de San, qui est aussi une ville de la région de Ségou. Je suis jumelle et je suis née avec les indépendances du Mali. Donc, je suis née avec cette euphorie où mes deux parents étaient vraiment des personnes instruites qui aspiraient à une vie meilleure pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, etc. Et donc, moi, je suis jumelle. Notre arrivée était vraiment pour nos parents comme une aubaine, et surtout deux filles. Et dans notre tradition, on dit lorsque les premiers enfants sont des filles, c'est un signe de bonheur dans la famille. Donc, j'ai été élevée par mes parents pendant ma petite enfance dans cette localité de là où je suis née. Et ensuite, mes parents étant des fonctionnaires, ont été mutés à Bamako. Et je suis venue à Bamako avec mes parents quand j'étais toute petite, quand j'avais 4 ans. Donc, c'est en 64 que mes parents sont venus à Bamako. Et c'est à Bamako que j'ai été inscrite à l'école. Et à l'école, en première année, ma première enseignante était une Française. Et là, cette Française m'a beaucoup impactée. Et moi, je ne la voyais pas comme une colonisatrice, parce qu'il faut qu'on se le dise, mais je la voyais comme quelqu'un qui veut nous apprendre à lire et écrire. Elle était très affective, très sociale avec les enfants et je l'ai beaucoup aimée, cette enseignante française. Mais malheureusement, quand nous sommes allés après la première année en vacances, à notre retour, elle n'y était pas, elle n'était même plus enseignante dans l'école, elle était partie. Et ça m'a beaucoup affectée parce que j'avais nourri vraiment des relations très sincères et pour cette femme-là. Et dans ma petite enfance, j'ai été aussi éduquée dans le sens de l'amour pour mon pays, parce qu'à l'époque, il y avait le mouvement pionnier où les enfants apprenaient vraiment la devise du pays, l'hymne du pays, et les enfants, tous les enfants à l'époque portaient la tenue scolaire. Et pendant les vacances et au cours des fêtes d'indépendance, il y avait des manifestations qui étaient organisées pour les enfants. Et ces manifestations donnaient l'occasion aux meilleurs élèves d'être écoutés, d'être vus, d'être magnifiés. Donc, ça nous donnait quand même cette envie encore de travailler, d'être meilleurs et de se valoriser. Donc, je dirais que aujourd'hui, si je dois faire une analyse de ce cadre, je dirais que ma petite enfance, c'était une paix réelle où vraiment
il y avait cette cohésion sociale parce que dans ma famille, je n'étais pas seule, il y avait d'autres enfants. On vivait avec les frères de mon père, on vivait avec ma grand-mère. C'était la grande famille. Et les enfants se côtoyaient, s'assistaient, s'aidaient. Et aussi, les mamans aussi cuisinaient ensemble. Chacune avait de l'amour pour les enfants, même si ce n'étaient pas leurs propres enfants. Et je pense que cette cohésion sociale était à peu près le socle de notre unité nationale. Et là, on a évolué, mais mes parents étant encore des fonctionnaires, mon père a été, et mes parents ont été mutés à Kati. Et à Kati, c'était une garnison militaire. Et c'est là où j'ai côtoyé les hommes en tenue. Parce que quand mes parents partaient, mon père a été nommé inspecteur d'enseignement fondamental. Et donc, il devrait faire inspecter toutes les écoles qui étaient dans la région de Bamako. Parce qu'à l'époque, Bamako était une région, donc il devrait inspecter toutes ces écoles. Mais là où il devrait loger, le logement n'était pas prêt pour l'accueillir parce que c'était le premier inspecteur d'enseignement fondamental de cette localité. Et nous avons été logés dans un camp militaire. Et c'est dans ce camp militaire que j'ai pris conscience de la paix et de la guerre. Parce que quand nous étions dans ce camp militaire de Kati, le conflit entre le Burkina et le Mali a éclaté. Et nous étions là. Et quand il y a eu ce conflit, on avait amené des militaires sur le front. Et ces militaires, on en avait perdu certains et ces familles ont été endeuillées. Et nous avons partagé le deuil de ces familles parce que leurs enfants fréquentaient la même école que nous, leurs enfants étaient dans le camp militaire en même temps que nous. Donc, j'ai pris conscience du conflit, de la paix, quand elle est menacée, quand elle est détruite, et qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence. Même si cette guerre, finalement, a été traitée de façon pacifique par un accord entre les deux pays, mais il y avait des familles qui étaient endeuillées et je me suis dit, il faudra bien que des situations comme ça ne se produisent plus. Mais ce conflit a aussi m'a impacté parce que j'ai eu la peur des hommes en tenue. J'étais enfant, mais quand même, j'ai eu la peur parce que je me suis dit, les armes qu'ils détiennent peuvent tuer des personnes. Et quand un homme en tenue se présentait à moi, j'avais une frisson intérieure. Je ne parvenais pas directement à voir ce lien avec ces personnes en tenue et ça a créé un truc, une certaine frayeur dans mon enfance. Et là, j'ai évolué dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'étudiante, de lycéenne, etc. Et après le bac, je suis allée pour poursuivre mes études. Et là aussi, je suis allée étudier en Ukraine, à l'université d'État de Kiev. Et dans ce pays aussi, j'ai vécu ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide parce qu'à chaque fois, il y avait cette guerre, c'est-à-dire la guerre mondiale planait. Voilà. C'était dans l'air tout le temps. Et souvent, on attendait dans les canaux de communication, surtout à la télé, oh, les États-Unis vont bombarder l'URSS, les États-Unis ont fait ceci. Donc, c'était comme une escalade et tout le temps, il y avait dans l'air
ce truc de conflit. Et ça m'a beaucoup impacté parce que je me disais tout le temps, non, je ne veux pas qu'il y ait un conflit alors que nous sommes là. Je ne veux pas du tout qu'il y ait un conflit. Et on était braqués tout le temps à écouter qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, etc., entre la Russie et entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc, c'était comme si on ne se sentait pas du tout en paix. Bien que les périodes estudiantines étaient les moments les plus agréables de la vie, parce que c'est en ce moment qu'on se sent, on pense qu'on est mûr, on peut lever des défis, et aussi c'est là aussi où les premiers amours commencent à naître, les étudiants se côtoient, on pense à former une famille avec telle personne, il faut faire ce choix, il ne faut pas faire ce choix. Donc, on se sent vraiment bien dans sa peau, etc. Mais sans oublier que tout le temps, il y a dans l'atmosphère des tensions, de conflits, etc. Donc, après mes études, immédiatement, je suis retournée au Mali avec l'espoir que vraiment, il faudra bien venir travailler pour son pays, mais aussi il faut donner une orientation plus pacifique à sa vie. Donc, et là, malheureusement, dès que j'ai terminé, j'étais très tentée parce que j'ai étudié le droit international, j'étais très tentée par la diplomatie ou par l'enseignement. Mes parents étaient des enseignants. J'étais vraiment très attirée par ce métier, mais j'avais fait droit international. J'étais aussi attirée par la diplomatie. Je disais, ben, il faudra qu'il y ait des femmes diplomates vraiment pour pouvoir parler de ces questions de paix, de sécurité, etc. Donc, mais malheureusement, je suis venue coïncider avec, dans mon pays aussi, avec les événements du 26 mars 1991, où il y avait cette révolte du peuple malien contre la dictature du général Moussa Traoré. Quand je suis venue, je me suis mariée aussi. Donc, c'est en Union soviétique que j'ai connu mon mari. Et nous nous sommes mariés au Mali et nous étions vraiment un jeune couple quand il y a eu cette révolution de 1991. Nous avons participé à ce mouvement d'ensemble avec l'ardeur et l'idée de transformer les choses et de pouvoir trouver un mieux-être pour tout le monde. Donc, c'était un conflit permanent et cette révolution a abouti vraiment à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, etc. Donc, dès qu'il y a eu l'instauration de la démocratie, du multipartisme, de l'état de droit, je me suis posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce que les femmes vont devenir dans tout ça? Parce que la question était posée où chacun devrait connaître ses droits. Chacun devrait les exercer, aller voter, comprendre le processus de l'élection, comprendre le processus de fonctionnement de l'État, pouvoir s'adresser à l'administration, etc. Et on avait des femmes, la majorité des femmes est analphabète, ne comprennent même pas ce langage. Je me suis dit, ben, je vais m'engager pour que les femmes puissent maîtriser ce mécanisme-là, pour qu'elles puissent, elles aussi, s'exprimer, qu'on puisse prendre en compte leurs besoins, qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent participer pleinement à l'édification de la démocratie, de l'état de droit et à la promotion des droits humains. Donc, je me suis engagée dans ça et auprès de l'Association des femmes juristes,
nous avons commencé des campagnes et c'est à travers ça que j'ai parcouru tout le Mali. D'est à l'est, du sud au nord, etc. J'ai parcouru tout le Mali pour informer, sensibiliser, renforcer les capacités des femmes, parler des droits de l'homme, etc. Mais parfois, il m'est arrivé de me poser des questions. Est-ce que réellement, dans des situations, je me posais des questions, est-ce que réellement ces droits de l'homme comptent pour tout le monde? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Parce que souvent, il y a des situations où vraiment des personnes très vulnérables sont automatiquement privées de leurs droits, sont brimées, violentées, et souvent au-dessus de ceux qui doivent les protéger, qui ne réagissent pas. Et ces violations se font souvent au niveau local, au niveau macro et même sur le plan international. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Et ces questionnements, j'ai essayé plus ou moins dans mes lectures, dans mes recherches, mais aussi dans mes échanges avec les personnes que je rencontrais, parce que dans mon engagement de pouvoir vraiment porter aux femmes ces questions de droit, d'accès, de participation et d'accès à la prise en compte de leurs besoins, j'ai rencontré beaucoup de personnes de différentes nationalités, de différents pays, etc. Et de ces rencontres, souvent, j'ai pu faire vraiment, j'ai pu pouvoir faire réellement des comparaisons, des synthèses par-ci, vivre des expériences par-là, par-ci. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Souvent, je me suis posé cette question-là. Mais souvent, et en réponse à ce questionnement, je me dis, nous devons d'améliorer ce que nous avons. Et si nous parvenons à améliorer ce que nous avons, peut-être que nous allons arriver au même niveau de compréhension, au même niveau de considération, au même niveau de vivre ensemble, sans les inégalités, sans les discriminations, sans les violations. Et dans mes échanges en 2012, quand il y a eu la crise du Nord, et lorsque des groupes armés ont voulu, pour se faire entendre, prendre des armes, j'ai eu au tout début une très grande frayeur. Une très grande frayeur parce que je me suis dit qu'un conflit est toujours négatif pour un pays. Un conflit est toujours difficile à vivre. Et nous nous sommes dit, nous ne devons pas rester passifs, regarder, même si nous ne sommes pas directement impliqués dans le conflit, c'est-à-dire même si nous ne sommes pas des acteurs, nous devons nous engager dans ça. Et ma position a été que nous ne devrons pas faire partie des partis qui sont en conflit, c'est-à-dire faire un parti pris. Nous nous sommes dit, des deux côtés, il y a des femmes et nous nous devons de conserver un rôle de faiseur de paix. Et c'est dans ce cadre que je me suis engagée encore pour l'implication des femmes dans la résolution des conflits. Et je me suis battue pour que notre gouvernement aussi puisse prendre en compte la participation des femmes dans la résolution des conflits. Et ensemble, nous avons amené le gouvernement à revoir son plan d'action national
de la résolution 1325. Parce qu'avant le conflit, notre pays n'avait pas pris en compte cette situation que nous-mêmes, nous pouvons être en conflit. Il fallait mettre des dispositions dans ce plan d'action. Comment nous pouvons nous impliquer pour la résolution des conflits? Et nous nous sommes mis ensemble pour faire le plaidoyer à tous les niveaux pour interpeller la communauté internationale pour qu'on vienne nous prêter main forte pour que les femmes et les enfants puissent vraiment vivre la résilience. Et donc, nous avons pu nous faire entendre à beaucoup de niveaux. Et dans la résolution, quand le gouvernement et les groupes armés ont décidé d'aller vers des négociations, les femmes, en tout début, nous avons forcé la porte de ces négociations. Les premières négociations qui se sont tenues à Ouagadougou, sous l'égide du chef de l'État en son temps, Blaise Compaoré, les femmes ont pu vraiment forcer la porte, même si elles n'avaient pas été invitées, pour porter la voix des femmes, pour porter la voix de la paix réelle, parce que c'était une paix sans condition. Parce que nous, on ne voulait pas avoir en retour quelque chose. On voulait cette paix pour que les gens puissent vivre ensemble et que les armes se taisent. Nous avons été écoutés en partie, mais malheureusement, au cours du processus, il a été décidé par les parties en conflit que les négociations ne doivent concerner que les parties au conflit. Et les femmes n'étaient pas des groupes au conflit, n'étaient pas un groupe homogène, non partis au conflit. Donc, dans ces négociations qui se sont tenues à Alger, les femmes n'étaient pas autour de la table. Mais cette situation ne nous a pas découragés, pas du tout. Nous avons fait entendre notre voix à travers les plaidoyers, à travers les rencontres, à travers le lobbying, etc. Et on nous a ouvert une fenêtre, une journée tout entière, pour écouter les femmes, leurs besoins réels. Qu'est-ce qu'elles veulent pour qu'il y ait la paix? Et c'est ainsi que dans l'accord pour la paix qui a été signé en Algérie, à Alger, il a été décidé que les violences sexuelles liées au conflit sont des crimes imprescriptibles. Ça veut dire même au-delà de 100 ans, nous pouvons poursuivre les bourreaux, ceux qui ont commis ces violences sexuelles pendant ce conflit et aussi les graves violations. Mais aussi, il a été dit que les femmes doivent être prises en compte dans les mécanismes de résolution des conflits. Et là, après que les parties aient signé l'accord d'Alger en 2015, nous avons vu que les mécanismes qui ont été mis en place, les femmes n'étaient pas du tout dans ces mécanismes. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas croiser les bras. Il faudra bien que nous puissions avoir un outil pour nous faire entendre. Et là, mon organisation spécifiquement, nous nous sommes adressés à la coopération suisse pour qu'ils puissent nous financer un projet, nous assister, nous accompagner, pour qu'on puisse vraiment parler de paix aux femmes, mais aussi qu'on puisse ériger chacune d'elles comme artisans de paix. Et cet outil que nous avons adopté, nous l'avons emprunté et nous l'avons de la coopération suisse, si je peux me le dire, parce que c'est au cours des grandes rencontres annuelles qui se tiennent en Suisse que nous avons pu expérimenter et voir en pratique
ce que c'est que l'outil de paix. Nous nous sommes dit, c'est cet outil qu'il nous faut réellement au Mali. Et nous avons emprunté cet outil. Nous avons monté un véritable programme avec la coopération suisse pour que le cercle de paix soit un outil que les femmes maliennes puissent s'en approprier et être artisanes de paix dans leur localité. Et ces femmes qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité se sont mises ensemble pour faire le plaidoyer, pour qu'on puisse prendre en compte la résolution 1325, mais aussi adhérer à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. Et là, nous avons fait le plaidoyer pour que les femmes soient dans le comité de suivi de l'accord. Et nous avons touché toutes les parties et finalement, 9 femmes ont été acceptées pour être membres dans le comité de suivi de l'accord. C'était réellement une victoire pour nous. Et pour la petite histoire, quand ces femmes ont été nommées dans le comité de suivi de l'accord, la première session qui s'est tenue avec la participation de ces femmes, j'étais ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et j'ai participé avec ces femmes-là à cette session du comité de suivi de l'accord. C'était une très grande victoire pour nous. Et quand ces femmes, pour la première fois que les femmes ont participé, tous les participants, c'est-à-dire, vous savez que l'accord est garanti par la communauté internationale. Il y avait pratiquement tous les ambassadeurs qui étaient là. Et ces participants ont, de commun accord, exprimé leur satisfaction au fait que le langage de la session du comité de suivi de l'accord a complètement changé avec l'arrivée des femmes. Et les femmes ont exprimé des points qui sont réellement en lien avec la paix et le vivre ensemble. Les femmes ont demandé l'ouverture des écoles. Les femmes ont demandé la mise en place des centres de santé. Les femmes ont demandé des comités de paix. Et les femmes ont aussi demandé que les armes puissent se taire définitivement. Et les femmes ont dit que la session du comité de suivi de l'accord ne sont plus des sessions de négociation, mais des sessions pour l'élaboration d'une véritable politique de développement. Et tout le monde était unanime là-dessus que vraiment le cours de ces sessions a changé. Mais nous nous sommes dit, malgré ça, que le cours de la session a changé. Le comité de suivi, c'est à un niveau très élevé. Après les sessions, c'est le travail dans les commissions qui commence. Et les femmes n'étaient pas à ce niveau. Donc, nous sommes en train encore de faire le plaidoyer pour que les femmes puissent être dans ces comités de travail, dans ces commissions de travail, après session du CSA. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, notre pays a connu des coups d'État militaires qui sont vraiment le signe que la cohésion sociale, la démocratie, c'est un apprentissage perpétuel. Lorsque les engagements ne sont pas respectés, il y a toujours des frustrations. Et il y a toujours des non-dits. Et les personnes, plus ou moins, peuvent se révolter. Mais le constat chez nous, c'est qu'on a fait des militaires comme des boussoles ou des mécanismes de contrôle de la démocratie. Ce qui souvent
peut aller vers des dictatures ou des restrictions des libertés et des droits. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de vivre une telle expérience. Et chacun, la majorité des Maliens, pense que la démocratie, l'état de droit, ne peut s'asseoir effectivement que lorsque les militaires y mettent les bases. C'est vrai, mais le pouvoir aussi est tentant. C'est une période transitoire, mais est-ce que cette transition va prendre fin? La grande question est là. Nous sommes en train de pouvoir mettre les bases de notre état de droit, c'est-à-dire le Mali est en chantier, en réforme, et ces réformes, une fois terminées, est-ce qu'on pourra aller encore vers un pouvoir civil pour vraiment mettre en pratique la démocratie et l'état de droit, dans la mesure où nous sommes en train de mettre dans ces lois que les militaires peuvent intervenir en se convertissant en civil. C'est une préoccupation aujourd'hui qui est là et qui trône dans toutes les têtes, même si cela ne peut pas être dit tout haut. Donc, c'est pour dire aussi qu'avec les menaces qui planent sur nous, le terrorisme qui est là, l'extrémisme violent qui s'installe de plus en plus, les militaires au pouvoir donnent le signal qu'on peut s'asseoir, on peut venir au pouvoir que par la force des armes et non pas par la démocratie. Nos jeunes qui sont là, nos enfants qui sont là, ils voient cet exemple-là. Est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que ça va de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit? Moi, à mon sens, personnellement, nous ne devons pas permettre qu'on puisse arriver au pouvoir par la force des armes. Nous devons pouvoir établir des règles et que des gens s'engagent à respecter ces règles en mettant en place des mécanismes. Lorsque les engagements ne sont pas respectés, que ces mécanismes puissent procéder à un changement de pouvoir, mais de façon pacifique et démocratique. Et mon inquiétude pour mon pays aujourd'hui, c'est sa stabilisation. Quand est-ce que nous pourrons arriver à cette stabilisation? Parce que quelque part, chez nous, il y a ce nationalisme qui est en train de prendre du terrain au sein de la jeunesse malienne. Et aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est que des velléités de conflit, d'exclusion sont toujours là, latentes, et on ne parvient pas encore à pouvoir mieux trouver des solutions pour endiguer cette situation et faire comprendre que nous sommes dans un monde qu'on a souvent comparé à un village planétaire. C'est que nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous devons vivre avec les autres. Nous devons vraiment cohabiter avec les autres. Nous ne devons pas discriminer les uns et les autres pour se faire valoir. Et moi, mon inquiétude, c'est que, est-ce que mes enfants, mes petits-enfants vont vivre cette vie d'insouciance, pas cette vie de vivre la paix, voilà, de vivre la paix et de se sentir épanoui. Parce qu'aujourd'hui,
je ne peux pas dire que je vis la paix, mais je suis très inquiète. J'ai vu beaucoup de choses abominables. J'ai entendu beaucoup de choses abominables que je ne souhaite même pas à mon ennemi, à plus forte raison avec des personnes avec lesquelles je souhaite vivre, cohabiter ensemble. Et j'ai vu des personnes qui ont tout perdu jusqu'à leur dignité. Et je pense que nous devons de restaurer cette paix, de pouvoir vraiment faire tout pour conserver cette paix. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelque part on ne vit pas en paix, ça peut impacter tout le monde. Et c'est ce qu'on vit souvent quand on termine avec nos cercles de paix et qu'on lance qu'on se lie chacune avec le fil, et lorsque une personne tire, tout le monde sent. Donc, nous ne devons pas nous asseoir pour dire que la paix est menacée quelque part. Ça ne me concerne pas, ça ne peut pas me toucher. Ça peut te concerner, ça peut te toucher, parce que la paix, elle doit être vécue partout sur notre terre. Et aujourd'hui, mon combat et mon engagement va dans ce sens-là. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, et j'espère que ce partage pourra aussi vous apporter quelque chose de bénéfique. Merci.